Nous étions au début des années 2000 dans une situation paradoxale puisque les forces de gauche alternative, les forces de transformation sociale en Europe n'avaient pas de parti européen, bien qu'elles étaient déjà rassemblées dans un groupe parlementaire euh, au Parlement européen qui s'appelle la gauche unie européenne, la GUE-NGL. Et en 2004 a été pris 6 partis européens, dont le Parti communiste français, ont pris la décision de créer le Parti de la gauche européenne, qui depuis n'a cessé de se développer. À l'origine était dans la création le Parti communiste français, la gauche unie espagnole, Synaspismos en Grèce, qui était le parti avant Syriza, et puis un parti allemand qui était lui aussi le parti qui a précédé la création de Die Linke, le PDS à l'époque, et quelques autres. Et puis ce parti n'a cessé de se développer, et il compte aujourd'hui, il y a 27 partis membres et 11 partis observateurs à l'intérieur du Parti de la gauche européenne, et il couvre à peu près l'ensemble de l'Union européenne, et même au-delà, puisqu'il y a des partis de l'Est européen qui ne sont pas encore des membres de l'Union européenne, mais qui appartiennent au Parti de la gauche européenne. Et puis, c'est un parti qui, au moment de la crise en 2008, a pris une importance croissante dans le paysage politique européen, avec des positions qui étaient en harmonie avec les mouvements populaires très importants qui sont développés, notamment dans le sud de l'Europe, contre les mémorandums d'austérité, contre les plans d'austérité. Et maintenant, avec le Front de gauche en France, puisque depuis les 3 partis fondateurs du Front de gauche sont membres du Parti de la gauche européenne, euh, avec le Front de gauche en France, avec Syriza qui a pris une importance très grande en Grèce, avec la gauche unie espagnole qui est en plein développement, le Bloco au Portugal, Die Linke qui a aussi pris de l'importance en Allemagne, et beaucoup d'autres forces, les partis en République tchèque, parti Akel à Chypre. Voilà. À la faveur de la crise, le Parti de la gauche européenne est devenu un parti qui compte maintenant et qui, je crois, va jouer un rôle extrêmement important dans les prochaines élections européennes de 2014. Et c'est un parti, donc j'ai pris la présidence du parti en 2010. Nous allons avoir un congrès à la fin de l'année 2013 à Madrid, qui sera un congrès qui va marquer cette maturité nouvelle du développement du Parti de la gauche européenne. Et quand je suis devenu président, nous avons initié une nouvelle forme de présidence, une présidence collective. Et par exemple, un des vice-présidents du parti est Alexis Tsipras, le leader de Syriza en Grèce. Donc c'est maintenant un parti qui compte et qui va jouer, je crois, un rôle politique de plus en plus important sur la scène européenne. Mais nous pensons qu'il faudrait, nous sommes dans un moment où nous considérons que la question de la refondation de l'Union européenne se pose. Le modèle européen actuel, qui a été construit sur des règles libérales, il est profondément en crise. Et on a en Europe même une conjonction de la crise financière du capitalisme mondialisé et de la crise du type de construction européenne qui a épousé ces modèles-là, et qui se construit maintenant sur un mode de plus en plus autoritaire. Et c'est la conjonction de ces 2 crises qui met l'Europe dans une impasse totale aujourd'hui, avec une montée du rejet de la construction européenne chez les peuples européens, qui prend même dans toute une série de pays des aspects extrêmement inquiétants de notre point de vue, avec une montée des nationalismes, des xénophobies, des oppositions entre les différents Européens. Donc, et je crois que si le modèle européen n'est pas repensé, les dirigeants actuels sont en train de tuer l'idée européenne, ce dont nous ne voulons pas. Donc nous pensons qu'il faut refonder l'Union européenne. Pour ça, premièrement, il faut stopper les politiques d'austérité actuelles. Parce que ces politiques d'austérité provoquent la récession économique, amplifient le chômage et ne résolvent aucun des problèmes de déficit ou de dette
qu'ils sont censés traiter. On le voit en Grèce, à Chypre, en Espagne, la situation économique se dégrade au fur et à mesure qu'on déploie ces plans d'austérité et pas l'inverse. Donc il faut stopper ça. Et il faut organiser, au contraire, une relance d'un nouveau type de développement social et écologique qui doit reposer sur la solidarité entre les pays européens. Et pour ça, nous prenons un nouveau rôle de la Banque centrale européenne. Il faut émanciper les politiques européennes des logiques actuelles qui sont celles des marchés financiers, de cette pression constante des marchés financiers pour abaisser les coûts du travail et détruire le modèle social européen, et au contraire financer des politiques de développement social. Et il est invraisemblable que la Banque centrale européenne, non seulement n'ait pas le droit, même si elle l'a fait un peu, vu l'ampleur de la crise, n'ait pas le droit de refinancer les États qui sont mis en difficulté, mais surtout qu'elle ne soutienne absolument pas le financement du développement social. Nous avons avancé une proposition, de changer le rôle de la Banque centrale européenne et d'adosser à la Banque centrale européenne un fonds de développement social écologique. On avait même parlé d'une banque publique européenne qui serait exclusivement dédiée au financement du développement social, des services publics en Europe, de grands programmes de développement en Europe. Nous avions même eu le projet de soumettre cette proposition à signature dans toute l'Europe dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne, qui est une nouvelle disposition. La Commission européenne a refusé d'enregistrer notre demande en disant que notre proposition de création d'un fonds d'une banque publique européenne est très contraire au traité, ce qui est quand même symbolique de l'impasse dans laquelle se trouve la construction, le type même de construction européenne actuelle basée sur l'hyper-concurrence, alors qu'on voit bien que dans la crise, la seule solution serait la solidarité. Enfin, on pense qu'il faut, pour avancer dans ce sens, refonder démocratiquement l'Union européenne. On voit que ce qui se développe aujourd'hui, c'est des processus de plus en plus autoritaires, imposés par la Troïka. Des gouvernements sont dessaisis. Quand ces gouvernements sont délégitimés dans leur propre pays parce qu'ils imposent des programmes d'austérité invraisemblables, eh bien, c'est la Commission européenne, c'est les dirigeants européens qui remettent en selle les mêmes gouvernements. On vient de le voir au Portugal, où le ministre des Finances de droite démissionne en disant la politique d'austérité ne peut pas nous sortir de la crise et moi je ne veux plus mettre en œuvre ces politiques, les politiques de la Troïka. On a une crise politique pendant un mois où la gauche réclame des élections anticipées et puis finalement, sous pression de la Commission européenne et de Barroso, qui connaît bien le Portugal et pour cause, eh bien on remet en selle le même gouvernement de droite allié à une quasi-extrême droite, avec qui d'ailleurs gagne 2 ministres au passage, cette extrême droite, et puis on repart pour un nouveau plan d'austérité. Donc ça, il faut arrêter avec ça, il faut des politiques qui soient légitimées par l'expression populaire, et on devrait aller vers la consultation systématique des populations sur les politiques qui sont mises en œuvre en Europe. L'Union européenne aujourd'hui, elle est bloquée par effectivement une espèce de consensus qui s'est installé au fil du temps, consensus de gestion entre le Parti populaire européen et le PSE, qui d'ailleurs alternent leur présidence du Parlement européen sans que ça pose de problème majeur, puisqu'ils défendent les mêmes traités et les mêmes politiques. Et c'est une raison de l'impasse politique de l'Union européenne actuelle, puisque en quelque sorte, quelle que soit l'expression des peuples ou les élections dans tel ou tel pays, on a une espèce de dogme de l'hyperconcurrence qui s'impose et qu'on avait voulu consacrer dans le dans le projet de constitution européenne que nous avons mis en échec en 2005 en France lors du référendum. Donc c'est avec ça qu'il faut arrêter. Donc le projet du Parti de la gauche européenne, c'est de reconstituer, justement, de faire réémerger au niveau européen une gauche européenne qui porte un projet de rupture avec cette logique libérale en Europe. Et il y a beaucoup de partis qui travaillent avec nous et qui
et qui peuvent, je crois, travailler avec nous en se détachant justement de ces logiques du Parti socialiste européen qui sont complètement engluées dans le consensus libéral actuel. Et le travail que nous menons pour le moment a été beaucoup un travail d'élargissement du Parti de la gauche européenne. Et nous mettons en discussion une proposition pour notre congrès qui va se tenir à Madrid, c'est de créer un forum annuel, un forum alternatif européen annuel, qui permettrait de réunir chaque année l'ensemble des forces politiques, celles qui sont membres du Parti de la gauche européenne, mais d'autres qui ne sont pas forcément membres du Parti de la gauche européenne, et qui sont prêtes à travailler à des modèles alternatifs à la construction européenne actuelle. Et c'est cet objectif que nous fixons, fédérer ces forces dans un travail sur un nouveau projet européen. Et l'autre aspect très important pour nous, c'est les rapports aux mouvements sociaux et syndicaux. Pour la première fois, par exemple, la Confédération européenne des syndicats s'est opposée à un traité. Le dernier traité a été rejeté par la Confédération européenne des syndicats. Et donc il y a des espaces de dialogue nouveaux qui se créent avec le monde syndical en Europe. J'ai rencontré récemment les deux secrétaires généraux de l'UGT des commissions ouvrières à Madrid. Nous avons eu ce débat-là, il y a un débat qui se développe, et aussi avec les mouvements sociaux en Europe, et nous étions, comme parti de la gauche européenne, le seul partie prenante du processus de l'Alter Summit qui vient de se tenir à Athènes, et c'est tout ce dialogue-là avec des forces politiques, mais aussi avec des forces syndicales et sociales que nous voulons développer. Nous, au départ, nous étions critiques sur la constitution de l'euro et nous faisions une proposition alternative. Je parle du Parti communiste français parce que dans le parti de la gauche européenne, il y a des partis qui ont une histoire différente par rapport à ça. Certains avaient été favorables au projet de monnaie commune, d'autres non, etc. Mais aujourd'hui, les positions sont convergentes. Et elles reposent sur trois choses. Nous, on avait une position critique qui était de présenter un modèle alternatif qui était plutôt un modèle de monnaie commune plutôt que de monnaie unique, c'est-à-dire un panier de monnaie qui permettrait à chacun de coopérer et à faire de la zone européenne une zone de coopération en laissant aux États des marges de manœuvre par rapport à leur réalité nationale. Ce qui a été imposé, c'est un modèle unique piloté par les critères, les critères dominants de l'Allemagne, de la France, et qui imposait aux pays qui étaient dans la zone euro et à chaque pays qui adhère, avec même pour l'Est ou pour d'autres pays qui adhèrent, on le voit avec la Croatie aujourd'hui, des véritables programmes d'ajustement structurel type FMI pour rentrer dans les dogmes de la gestion de la monnaie unique. Ce modèle, il est dans l'impasse totale. Donc nous, on pense qu'il faut une rupture par rapport à la situation actuelle pour reconstituer une zone monétaire qui soit une zone monétaire de coopération. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, la solution pour y parvenir soit la sortie de l'euro, parce qu'elle laisserait le pays qui sortirait isolé sur la scène internationale. On voit bien, par exemple, que pour la Grèce, le problème n'est pas de sortir la Grèce de la zone euro. Le problème, il est au contraire de créer de la solidarité autour de la Grèce pour la sortir de la situation actuelle. C'est la même chose avec Chypre, avec le Portugal ou avec l'Italie. En plus, les économies sont devenues très interdépendantes. Donc nous croyons que plutôt qu'un processus de sortie de tel ou tel pays, ce qu'il faudrait organiser, c'est une rupture avec le modèle actuel pour refonder la zone monétaire européenne sur des bases de coopération. Et notamment en changeant le rôle de la Banque centrale européenne, qui devrait pouvoir et refinancer des États à taux zéro, comme ça devrait être le rôle d'une Banque centrale européenne. On est quand même la seule zone régionale du monde où un système pareil existe. Et puis, qui finance directement le développement social. Donc c'est à ce projet qu'on travaille, et cette position-là, c'est aujourd'hui une position de consensus de l'ensemble des partis qui sont dans le parti de la gauche européenne. Les protections dont on a besoin en Europe, parce que je crois qu'on a besoin de protection, pour nous devraient être des protections sociales et environnementales.
Le problème n'est pas de fermer les frontières, euh, parce que nous commerçons entre pays européens, principalement d'ailleurs l'essentiel des échanges se font entre pays européens. Mais nous commerçons aussi avec l'extérieur. Le problème, c'est qu'aussi bien à l'intérieur de l'Europe que dans nos échanges extérieurs, les modèles aujourd'hui d'échange sont des modèles qui utilisent systématiquement la pression sur le coût du travail, le dumping social et environnemental, puisque les produits, par exemple, qui arrivent de l'extérieur de l'Union européenne, le sont, nous le savons, dans la plupart des cas, sont produits dans des conditions sociales extrêmement difficiles pour ceux qui les produisent et avec des conditions environnementales souvent inacceptables. Par exemple, une idée que nous avions avancée dans le programme du Front de gauche était l'idée de visas sociaux et environnementaux pour les productions, les produits qui circulent dans l'Union européenne. Euh, c'est vers cela que nous devons aller. Je crois qu'il faut que des normes sociales et environnementales soient imposées aux produits qui circulent en Europe, qu'ils soient produits à l'intérieur de l'Union européenne ou qu'ils viennent d'ailleurs de l'Union européenne. En fait, il faut inventer. Aujourd'hui, l'économie européenne et mondiale fonctionne sur le mode de l'hyperconcurrence, toujours tournée vers la pression sur le coût du travail. Il faut inventer des modèles de convergence qui tirent les normes sociales et environnementales vers le haut, en laissant aux États des possibilités pour avancer à un rythme supportable vers ces zones de convergence, mais en tirant le modèle social et environnemental vers le haut, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Une première déjà, c'est que les principaux organes de décision, enfin, où le gouvernement de l'Union européenne est une institution, la Commission européenne, qui est non élue et qui fonctionne à l'abri de tout contrôle, même si les choses ont été un peu modifiées et que le pouvoir du Parlement européen a été renforcé avec certaines procédures de codécision, en tout cas d'association du Parlement européen à ces décisions, mais on est très loin du compte en la matière. Donc on a besoin d'une démocratisation profonde qui doit principalement passer d'ailleurs par le renforcement, la démocratisation de l'élection du Parlement européen et le renforcement des pouvoirs du Parlement européen au détriment de la Commission européenne qui en a beaucoup trop aujourd'hui, puisque toute la législation, en vérité, est uniquement issue de la Commission européenne. Il faudrait d'ailleurs également mettre fin à l'action et à la pression des lobbies sur la genèse des directives européennes, puisqu'on sait que les lobbies économiques des multinationales sont extrêmement puissants et actifs à Bruxelles en permanence. Et puis il y a une autre dimension aussi, c'est qu'il faut un contrôle systématique des parlements nationaux et à travers eux des populations des différents pays de l'Union européenne sur les décisions qui sont prises. Or là, on a un système qui est un système descendant, sans contrôle populaire. Au Parlement français, par exemple, nous votons régulièrement, en quelques minutes, des tonnes de transpositions de directives européennes qui ne font l'objet d'aucun réel débat public et débat citoyen dans le pays. Donc il y a une production législative et normative de l'Union européenne qui se fait hors de tout débat démocratique réel. Donc ça, c'est impossible. Il faut donc que les parlements nationaux et au-delà les populations soient directement intervenants dans ces processus. Et ça suppose que sur les grandes décisions, au point où nous en sommes, je pense qu'il devient obligatoire de consulter systématiquement, si nécessaire par référendum, les peuples européens sur les grandes décisions. On a vu d'ailleurs que quand on le faisait sur le traité constitutionnel européen, eh bien on avait une mise en cause de ces processus que les gouvernements s'emploient aussitôt à contourner, mais c'est impossible. Et c'est par exemple, pour prendre un exemple concret, l'Union européenne vient d'engager, avec le feu vert des dirigeants européens, les négociations pour le grand marché transatlantique
sans aucun mandat discuté dans aucun des pays européens. C'est totalement invraisemblable, alors que c'est une négociation qui peut bouleverser complètement notre système économique et notre environnement économique avec la création d'une énorme zone de libre-échange Union européenne, États-Unis. C'est totalement invraisemblable. Le mandat de discussion de l'Union européenne, déjà, on devrait consulter pour savoir si on engage ou pas ces discussions. Nous, nous y sommes opposés. Et on devrait au minimum discuter le mandat. Ça n'est absolument pas fait à aucun moment. Donc il y a un dessaisissement systématique qui délégitime de plus en plus l'Union européenne. Ça passe par le fait justement de faire converger les forces de résistance et les forces à ce modèle et les forces alternatives. Et moi, ce que je constate, et je le constate de plus en plus depuis que je suis président du Parti de la gauche européenne, c'est que ces forces sont très nombreuses en Europe. Elles sont puissantes, on a eu des grands mouvements sociaux dans tous les pays du sud de l'Europe, mais pas seulement. Il y a en Islande, en Irlande, récemment sur la question de l'éducation aux Pays-Bas, il y a dans tous les pays européens des forces de résistance et des forces qui s'opposent à ce modèle maintenant. Le problème, il est d'unir ces forces, de les faire converger, de les faire émerger comme une vraie force politique à l'échelle de toute l'Europe. Et je crois que effectivement, il faut reconnaître que les forces démocratiques, les forces alternatives, ont tardé à accorder de l'importance à cette dimension européenne de leur lutte. Donc ces résistances, elles se sont développées, parfois très fortement, dans chacun des pays européens, mais pas suffisamment en même temps au niveau européen. Et moi, je crois que les forces alternatives doivent maintenant systématiquement mener de pair leur combat national et leur combat européen. Et avec le Parti de la gauche européenne, nous voulons créer cette force-là. Et si nous parvenons à faire émerger ces forces alternatives comme des forces à l'échelle européenne, je crois qu'il peut se passer beaucoup de choses. Parce que je crois que les Européens tiennent à l'idée d'une zone qui reste une zone de paix, une zone de coopération, mais évidemment ne veulent pas que ça devienne, au nom de cela, comme c'est le cas aujourd'hui, une zone où on met les gens en concurrence systématiquement. Oui, il y a un très grand risque d'abstention aux élections de 2014. C'est pas nouveau parce que l'abstention aux élections européennes n'a fait que grandir. Parce que effectivement, le projet actuel, tel qu'il est piloté par les dirigeants européens et par les gouvernements, il est illégitime. Il n'a pas de soutien populaire. Encore moins depuis le début de la crise. Donc il y a un risque de rejet et qui s'exprimerait notamment par l'abstention. Nous, au contraire, nous pensons qu'il faut faire des élections européennes une mobilisation générale contre l'austérité. Et on doit se donner deux objectifs, je crois, dans ces élections européennes. Faire s'exprimer massivement le non aux politiques d'austérité actuelles et l'exigence d'une rupture avec ces politiques, et en même temps faire s'exprimer l'exigence d'une alternative sociale, parce que le rejet de l'austérité peut prendre aussi des voies inquiétantes et des voies qui peuvent être des voies nationalistes, d'opposition entre les peuples, de division. Donc nous, on va être nos listes, les listes que va soutenir le Parti de la gauche européenne, on veut que ce soit des listes de coalition des forces anti-austérité qui expriment l'exigence d'une nouvelle Europe sociale, solidaire, écologique, démocratique. Et je pense que le moment est opportun pour que ça prenne de la force. Et je crois que dans beaucoup de pays européens, les listes qui vont être soutenues par le Parti de la gauche européenne peuvent trouver un écho tout à fait nouveau dans cette période. Mais je pense que la première des choses à faire par un gouvernement de front de gauche, ou un gouvernement de gauche qui serait un vrai gouvernement de gauche, ce serait de prendre la parole au niveau européen et de dire nous disons stop à ces politiques-là. Et nous voulons remettre sur la table la discussion européenne. C'est ce qu'avait dit François Hollande d'ailleurs, puisqu'il avait dit nous allons renégocier le pacte budgétaire européen.
Le problème, c'est qu'au bout de 3 semaines, il a renoncé immédiatement à cet objectif. Mais il faut bien voir que la France a une voix très puissante en Europe. Si la France porte ce discours-là, euh, tous les partenaires européens devront tenir compte de ces débats-là. A fortiori, si cette parole-là est adossée au pays et qu'elle est adossée à une mobilisation populaire, qu'elle est légitime. Et c'était le cas après les élections de 2012, et c'est pour ça que la responsabilité de François Hollande d'abandonner cette parole-là a été très grave à ce moment-là. Et je pense que cette parole-là trouverait beaucoup d'alliés en Europe. Parce qu'il y a dans tous les pays européens des millions et des millions d'Européens, d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, qui attendent qu'un grand pays de l'Union européenne ait le courage de faire ça, pour trouver de la force et s'exprimerait. Donc nous ne serions pas isolés. On nous dit oui mais la France elle est trop faible, elle est isolée. C'est faux. Si la France prenait, tapait du poing sur la table et dit maintenant on arrête de construire l'Union européenne sur ça, et la France a le pouvoir de bloquer, par exemple, elle aurait pu dire non au mandat de négociation sur le marché transatlantique. Elle pouvait très bien dire je refuse ce mandat de négociation et je veux une autre discussion. Elle peut le faire sur la plupart des directives. Donc nous ne sommes absolument pas impuissants. Il ne s'agirait pas d'un retrait de la France, il s'agirait de dire la France dit stop à ce type de construction européenne et nous voulons réouvrir le débat sur d'autres bases. Et nous, en le faisant, on n'ouvrirait pas la crise, comme nous disent certains, parce que la crise, elle est là tous les jours. C'est en ce moment qu'est la crise. Au contraire, on ouvrirait enfin une perspective de sortie de crise. Et ce non de la France devrait commencer par dire non à toutes les directives de déréglementation, de mise en cause sociale qui continuent d'être adoptées régulièrement par le Parlement européen, y compris par des forces qui les critiquent en France ou ailleurs, mais qui continuent de les voter à Bruxelles, y compris dans la gauche française. Par exemple, le dernier paquet de déréglementation ferroviaire a été malheureusement voté en dehors de nos députés par les autres forces de gauche au Parlement européen. Quand on voit ce qui vient de se passer à Brétigny et que j'entends le gouvernement français dire eh bien il va falloir donner la priorité à l'entretien du réseau français, effectivement, vaudrait mieux donner la priorité à l'entretien du réseau qu'à des nouvelles phases de déréglementation auxquelles on se prépare avec le paquet européen que les mêmes ont voté il y a quelques semaines à Bruxelles ou à Strasbourg. Récente, malheureusement, pas beaucoup. Non, je crois que par exemple, un programme, il y a des programmes d'échange qui ont été utiles. Je pense au programme Erasmus en Europe, mais qui sont contredits en même temps par le fait qu'on met en œuvre un processus, notamment le processus de Bologne, qui pousse à la mise en concurrence des établissements universitaires, là où on devrait favoriser la coopération. Non, les grands projets de coopération européens, malheureusement, n'ont pas souvent été initiés par l'Union européenne. Et on peut même penser que des projets comme Airbus, au départ, seraient aujourd'hui impossibles avec les règles de mise en concurrence actuelles. On a salué la grande découverte scientifique du boson mis en œuvre par le CERN. Ce type de coopération européenne et mondiale, elle est rendue possible par des logiques de coopération qui vont à l'inverse de ce que prône tous les jours l'Union européenne. Donc malheureusement, l'Union européenne aujourd'hui est dans un engrenage qui est un engrenage complètement archaïque par rapport aux besoins de coopération qui sont ceux du monde d'aujourd'hui.